Bonjour. Vous êtes le coordonnateur du Front syndical autonome FSA. Voilà, donc ce matin, c'est le site d'information, lateranga.info, qui vous a reçu ici. Et vous remercie aussi pour le déplacement que vous avez eu aussi à effectuer aussi dans leurs locaux pour le tournage de l'émission Au cœur de la cité. Et ce matin, nous allons parler aussi de l'élection aussi, des dernières élections des délégués, du personnel aussi. Et par rapport à ça aussi, j'aimerais aussi que vous reveniez exactement sur ce qui s'est passé aussi sur ces élections. Donc je vous remercie de l'invitation que vous me faites ce matin. Je suis agréablement surpris de constater que vous êtes une équipe dynamique, n'est-ce pas, qui est en train d'initier une autre forme d'information, puisqu'il s'agit d'information en ligne. Nous vous encourageons à persévérer parce que la diversité et la pluralité permet aux uns et aux autres de communiquer. Parce que dès qu'il y a monopole, il y a problème. Et maintenant, nous avons dans l'espace médiatique beaucoup d'organes comme vous qui sont en train vraiment de positionner le Sénégal parmi les pays qui, en tout cas au niveau de l'information, au niveau de l'utilisation des autres de l'information, sont en train de faire un excellent travail. Donc je vois que c'est une équipe de jeunes. Je tenais d'abord à faire cette digression pour vous encourager, de vous féliciter et de vous demander de persévérer. Mais comme vous l'avez si bien dit, les dernières élections de représentativité des centrales syndicales se sont tenues en 2011. Et normalement, le mandat dure 3 ans. Donc en 2013, le mandat est caduc. Donc en 2014, on devait faire des élections. Jusqu'à présent, il n'y a rien eu. Et c'est pourquoi nous continuons à réclamer que ces élections se tiennent, puisque les mandats des centrales syndicales, soi-disant les plus représentatifs, est caduc. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun mandat en cours. Donc cela, sans transition, pour dire que ce qui s'est passé récemment, même avec les questions des subventions centrales, etc., les problèmes que vous rencontrez, et sur lesquels le Front syndical est en train de lutter, nous pousse à croire que le gouvernement doit accélérer la cadence, véritablement pour éviter que ce soit un climat social pourri, en tout cas qui ne servirait pas les intérêts, n'est-ce pas, du pays. Et en tout cas, nous sommes debout, nous sommes présents sur le terrain social, vous pouvez le constater vous-même. Je crois que nous, en ce qui nous concerne, nous avons choisi d'être dans le camp des travailleurs. Nous ne voulons pas être des syndicalistes bourgeois ou petits bourgeois qui passent tout le temps entre deux avions. Et nous estimons qu'aujourd'hui, notre rôle, c'est d'être à côté des masses laborieuses qui souffrent. Parce que tout le monde sait aujourd'hui qu'au Sénégal, il y a des questions prioritaires. C'est la question des emplois. Aujourd'hui, vous savez très bien que si on ne fait pas attention, l'État risque de revenir sur des acquis du Code du travail, tels que les contrats à durée indéterminée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à trouver des CDD, des CDI. Les gens abusent, utilisent, usent et abusent des stagiaires non rémunérés. C'est vrai qu'il y a des efforts qui ont été faits pour faire un peu rémunérer les stagiaires, mais est-ce que ce n'est pas un piège? Est-ce que ce n'est pas une manière de légaliser, n'est-ce pas, le CDD, c'est-à-dire les contrats à durée déterminée? Donc sous ce rapport, je crois que notre jeunesse a besoin d'être soutenue. Nous avons par ailleurs vu qu'il y a beaucoup d'argent, comme par exemple dans les vacances citoyennes, plus de 3 milliards. Est-ce que ce n'était pas bon dans ces 3 milliards d'appuyer des jeunes qui voulaient vraiment entreprendre? Donc vous voyez, essayer de mettre en œuvre sur orbite des start-up qui peuvent permettre à nos jeunes créateurs vraiment de se lancer dans le quai de l'entreprise. Parce que nous savons tous que l'État n'est pas en mesure d'embaucher tout le monde. Ça c'est clair. Et ce n'est même pas le rôle de l'État d'embaucher tous les travailleurs de ce pays. Mais l'État doit impulser l'entreprise. C'est-à-dire encourager la créativité, faire en sorte que même au niveau de la formation à l'université, que les travailleurs, les étudiants, une fois sortis, puissent être capables d'entreprendre, de créer leur propre entreprise. C'est ça qui développe un pays. Parce que c'est l'entreprise qui crée les richesses et c'est l'entreprise qui crée des emplois. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Voilà, donc, mais pour rappel, en 2013, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne avait invité au moins les centrales syndicales à se retrouver autour d'une table pour négocier par rapport aux élections, aux règles à fixer par rapport à la réglementation sur la répartition, en se basant sur la plus forte moyenne pour les syndicats. Et il y avait au moins par la suite 4 syndicats qui se sont présentés. Vous, votre centrale syndicale a été considérée comme fort clos. Et qu'en est-il vraiment de cet événement? Non, moi vous savez, je veux être très clair. Nous n'avons pas peur d'élections. Parce que nous, les élections, c'est une très bonne chose pour que les gens se mesurent et qu'ils se pèsent. Mais il faut que les règles soient claires. Or, dans ce pays, les règles ne sont pas claires. Prenez l'arrêté organisant les élections de représentativité. Le seuil n'a pas été fixé. Aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est qu'il n'y a aucun document, il n'y a pas de base juridique pour dire que telle centrale est représentative. De quel droit 4 centrales se lèvent, elles sont les 4 premières,
elles sont les plus représentatives. Au nom de quoi? C'est écrit où? Je crois qu'il faut avoir le courage de... Parce qu'ils n'ont pas de couilles. Excusez-moi de parler comme ça. Ces gens qui parlent. J'ai entendu Modi Guiro ce matin parler. Mais Modi Guiro sait très bien que lorsqu'on allait en 2011 à des élections, on avait fixé un seuil de 5%. C'est eux qui l'ont enlevé. Alors, c'est facile maintenant. Lorsqu'on regarde les résultats, on est premier, deuxième, troisième, on dit nous sommes les plus représentatifs. Mais on n'a qu'à acter cela, dire que c'est 4 centrales, 2 centrales, 3 centrales, qui, à l'issue des prochaines élections, seront les plus représentatives. Demande l'opinion. Que les règles soient très claires au départ. Mais les règles, on ne les fixe pas après le jeu. Vous avez vu un truc? Est-ce que vous attendez quand on joue au match de football, les règles sont connues? L'arbitre est là, pourquoi? Mais si les règles ne sont pas fixées, on entretient un flou. En fait, c'est une manœuvre politique, politicienne de bas étage, pour éliminer une centrale comme la FGTS qui est émergente. Tout le monde le sait. Dans ce pays-ci, la presse ou les autres organes font le bilan des luttes sociales, nous sommes présents. Où sont les autres qui sont les soi-disant plus représentatifs? Vous les avez entendus défendre les populations? Vous les avez entendus défendre les travailleurs? Elles sont où ces centrales? Mais c'est facile aujourd'hui d'empocher des millions, de mettre dans sa poche et de dire qu'on est les plus représentatifs. La représentativité, elle sert à quoi? La représentativité aujourd'hui sert les directions syndicales. Elle ne sert pas les travailleurs. C'est ça la vérité. Nous, c'est ce qu'on veut éviter. Prendre des centaines de millions donnés à des centrales qui sont soi-disant les plus représentatives. Mais quand on est plus représentatif, c'est qu'on n'a plus de moyens en termes de cotisation, parce que vous savez, les syndicats ont des cotisations. Donc ils ont beaucoup plus de moyens. Donc on les enrichit. Ça, c'était un soutien. C'est comme si au niveau de la presse, on fait un appui à la presse. Est-ce qu'on doit donner aux groupes les plus forts et on abandonne les autres qui sont en train de se battre et qui ont des emplois, qui ont des charges, qui ont des loyers à payer? Mais c'est ça le problème. Mais si les règles sont fixées au départ, nous sommes d'accord que demain on organise des élections. Je l'ai dit au président de la République. Demain, on organise des élections. Mais avant d'aller aux élections, fixons les règles du jeu. Soyons d'accord que voilà, si vous obtenez 5%, 10%, 15% ou 100% des suffrages exprimés, vous êtes la plus représentative ou les plus représentatifs. Mais si ce n'est pas clair, c'est un terme bateau qu'on utilise et aucun d'entre eux. Je les mets au défi de faire. Vous savez, ces monologues doivent cesser d'ailleurs. Bon, vous m'appelez aujourd'hui, vous allez appeler un autre secrétaire général, mais qu'on fasse un débat, qu'ils viennent avec des arguments juridiques. Moi je n'ai pas de problème. Donc vous êtes prêt à... Je suis prêt à un débat, à inviter qui vous voulez, que ce soit un truc de mon niveau. Parce que je ne discuterai plus, en dehors des secrétaires généraux, je ne discuterai plus avec personne d'autre. Si un secrétaire général de centrale syndicale est capable de venir ici, je suis prêt à un débat. Moi, je n'ai pas de problème. Parce que je sais qu'il n'y a aucune base juridique. Ils ne peuvent pas me prouver le contraire. Ce sont des gens qui jouent à se remplir les poches. Et d'ailleurs, ils avaient caché l'argent là. Si je n'avais pas fait la sortie, vous de la presse, vous pouvez le témoigner. Est-ce que vous avez entendu parler de subventions? Il a fallu que je revienne de voyage, que j'apprenne qu'ils ont donné l'argent, j'ai mis. Même leur base, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Même leur base n'était pas au courant qu'ils sont allés empocher de l'argent. Et ça discrédite le mouvement syndical. C'est comme si on est là pour de l'argent. Est-ce qu'on est là pour de l'argent? Notre mission, c'est d'être à côté des travailleurs. Ce n'est pas empocher des millions et c'est la couler douce. Ou à épouser des 4e ou des 5e épouses. Ou se payer de belles voitures. Se payer des voyages de noces. Ce n'est pas ça le rôle de la mission d'un syndicaliste. Ok, la mesure a été prise par le ministre Mansourci, le ministre du Travail et de la... comment encore? Le ministre du Travail. Donc qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'attitude du ministre qui a pris la peine au moins de faire la répartition sans pour autant au moins essayer de consulter vous, centrale syndicale, puisque vous n'avez pas reçu. Mansourci, c'est la déception du siècle. Mansourci est un ministre malhonnête, il n'est pas courageux. Parce que Mansourci, lorsqu'il a pris sur lui de faire une décision, c'est une décision personnelle qu'il a signée, qui viole les dispositions de l'article 4 de l'arrêté organisant les élections, n'a pas eu le courage de diffuser ça. Est-ce que vous de la presse, vous avez reçu la décision de la clé de répartition? Il a fallu que Sidi Ndiaye et le FSA sortent pour que... Moi, c'est la presse qui m'a donné cette décision. Parce que si cette décision, nous l'avions en temps opportun, nous devons être destinataires en tant que centrale syndicale. Mais donc vous n'avez pas reçu... On n'a pas reçu jusqu'à présent, Mansourci ne nous a pas notifié ça. Parce que nous l'aurions attaqué devant la chambre administrative de la Cour suprême. Il le sait. Et qu'en est-il vraiment de cette chambre actuellement, cette décision? Non, c'est-à-dire que la décision là, nous sommes fort clos pour entreprendre. Parce qu'il l'a caché. Il est malhonnête. Et j'assume ce que j'ai dit moi. Il le sait très bien. Le jour que nous sommes les yeux dans les yeux, je lui dirai. Il sait qui. Il sait de quoi je me chauffe moi. Parce que moi, je n'ai pas la magouille. Or, dans cette affaire, on a pris l'impression, et je lui ai dit de jurer, sur l'honneur, devant le peuple sénégalais, qu'il n'y a pas eu de rétrocommission. Il ne l'a pas fait. Et tant qu'il ne le fera pas, nous allons continuer. Vous savez, nous, personne ne peut nous perturber. Nous avons déposé une lettre de protestation l'autre jour chez lui. Nous allons pousser, nous allons déposer une plainte contre le gouvernement du Sénégal, au Bureau international du travail. Parce que c'est un combat de principe. Pour quel droit des politiciens décident que dans les centrales syndicales, on va faire des élections de représentativité? Pourquoi on ne le fait pas pour les partis qui sont 250? Il y a des partis qui sont créés, qui ne sont jamais allés à des élections dans ce pays. Des partis Yobalema.
Lui-même, il est dans le gouvernement à titre de quota. C'est parce qu'il a un quota, sa coalition lui a donné ce poste-là. Qu'est-ce qu'il représente, lui? Donc, vraiment, il n'a pas de leçon à nous donner sur la représentativité. Parce qu'il ne s'est jamais, depuis 40 ans, depuis Abdou Diouf, sa formation ne s'est jamais présentée seule à des élections législatives. C'est ça aussi la représentativité. D'ailleurs, nous allons demander qu'au Sénégal, on fasse des élections de représentativité pour les partis. Des partis cabines téléphoniques à foison, des partis yobalema, ça ne peut pas prospérer. Et on impose aux syndicats de se compter. Pourquoi on ne les compte pas les partis? Ça doit faire partie des critères qui doivent assainir les modes politiques. Aujourd'hui, il y a des mouvements de soutien qui se créent, des mouvements soi-disant de société civile. Mais c'est pourquoi faire? C'est pour aller négocier des postes. Quand ça se crée, vous allez voir le président ou l'autre, l'opposition, je vous soutiens et après vous me donnez quelque chose. Mais c'est honteux. Ça veut dire que le Sénégal est en train de vraiment... C'est une crise des valeurs. C'est la pourriture. C'est-à-dire que dans ce champ-là, vraiment, on ne se reconnaît pas. D'ailleurs, nous sommes en train, nous, de réfléchir à une sorte de mouvement dénié, quoi, de la chose politique. Parce que c'est de la pourriture. C'est des problèmes de poste. Vous regardez ce qui se passe à l'Haut Conseil. C'est des déchirements à longueur de journée. Les gens se battent, même pas pour le peuple, mais ils se battent pour leur poche. C'est ça la vérité. Et où comptez-vous aller avec cette lutte, puisque le ministre a sorti au moins un démenti au moins pour apporter une précision par rapport aux répartitions de ces 300 millions? Un démenti, c'est un mensonge d'État. J'ai lu dans les communiqués qu'il a donné à la presse que c'est un mensonge d'État. Parce que Mansour aussi prétend que j'ai assisté à une réunion où on a fait un consensus sur les 4 centrales. Moi, je suis fou ou quoi? Vous n'y étiez pas? J'étais dans cette réunion, mais il n'a qu'à vous donner. Quand on fait une réunion de cette nature, on fait un procès verbal. Et pas toutes les parties signent. Qu'ils sortent un papier qui a été signé. Il y avait 4 centrales contre moi. Ce communiqué, c'est un communiqué mensonger. Et je pèse mes mots. Et d'ailleurs, il le sait. Et je lui ai demandé d'inviter aussi, lui aussi à un débat. Mais qu'il vienne devant l'opinion nationale, qu'il donne ce qu'il dit, ses arguments, s'il a des arguments. Je ne vais pas le manger ni le dévorer. Je suis prêt, moi, en débat, radio-télévisé, pour que cette question, on vide ça. Il ne n'osera pas le faire, parce que mon souci, écoute-moi, n'est pas sérieux, c'est tout. Et pourquoi vous avez promis au moins de lui rendre la vie difficile? Je vais lui pourrir la vie, parce que moi, je veux que dans ce pays, les gens se respectent. Or, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils n'ont pas fait dans le champ politique, c'est qu'ils veulent imposer aux centrales syndicales. Moi, vous savez, ils connaissent très bien notre ligne. Nous avons choisi d'être dans le camp de travail. Nous avons également dit que nous sommes incorruptibles. Ce n'est pas parce que l'État me donne l'argent que je vais me taire, moi. Parce que je considère que les fonds qu'il donne aux gens pour la subvention, c'est des fonds publics. Ce n'est pas pour me corrompre. Et je n'accepterai jamais que des hommes comme moi, là où ils sont assis, je peux être là-bas et que je me fasse corrompre. Ils le savent, ils savent mon tempérament. Donc, vraiment, nous sommes sereins. Et je vous assure que le dossier est loin d'être clos. Il le sait. Et que comptez-vous faire? Mais nous allons, j'ai dit, pour le gouvernement du Sénégal. C'est-à-dire que la lutte, c'est une bataille d'opinion et d'information. Si Mansour a des arguments, qu'ils viennent et qu'on clôt les débats dans le cadre d'une discussion. Vous allez arbitrer, vous de la presse, qu'ils viennent avec ces arguments, qu'ils posent la table, qu'ils viennent avec tous ces 4 secrétaires contre moi, et on va discuter. S'ils ont des arguments, ils n'ont qu'à le sortir, ce sont des gens malhonnêtes, qui se sont sucrés. Tu crois que c'est normal, aujourd'hui, où les paysans sont dans des problèmes, qu'on distribue de manière éhontée des centaines de millions à des syndicats pour faire quoi? Si c'est une subvention, c'est pour nous aider peut-être à prendre les charges de location. 100 millions. Alors que le peuple trinque aujourd'hui. C'est honteux. Et vous savez, ça contribue à discréditer les syndicats. Parce que ce n'est pas de l'aide. C'est de l'argent de corruption. Donc, parce que si c'est une subvention, je crois qu'il faut même voir les taux. Est-ce que c'est normal de donner 100 millions? Moi, je crois que 5 à 10 millions, ça suffit pour les syndicats parce qu'ils ont des cotisations. C'est ça la question. Vous savez pourquoi ils fuient? Parce que moi, je veux dire que c'est indigne. Dans un pays qui est en difficulté, qu'on distribue de l'argent comme ça à des syndicats. Finalement, à quoi on ressemble, nous? À quoi on ressemble? Donc si on vous donnait les 100 millions, vous n'allez pas les prendre. Mais je dis que c'est tout. C'est vrai que j'ai beaucoup de besoins, mais je dis que pour un appui, pour une institution, je dois payer des loyers de 100 millions dans un contexte comme ça. Vraiment, c'est trop. On ne doit pas donner une organisation 100 millions. Pour faire quoi? Au nom de quoi on le fait? Pourquoi on ne le ferait pas pour les entreprises de presse? Vous avez entendu qu'on a donné à une entreprise de presse 100 millions? Qu'il y a quand même des gens qui doivent payer? Mais ça, il faut être raisonnable. Il faut être sérieux. Ok. Là aussi, lors de votre dernière sortie aussi, vous avez aussi évoqué aussi le fait de la modification, au moins de la modification et de la modification en discret aussi du Code du travail aussi. Parce que vous reprochez au moins le gouvernement au moins d'avoir modifié discrètement le Code du travail. Et qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette attitude du gouvernement et comment qualifiez-vous cela? Vous savez, c'est une forfaiture. Et c'est pourquoi j'ai dit, si l'État pense
qu'en apprivoisant 4 centrales syndicales, elles peuvent nous empêcher le moment venu. Parce que nous savons ce qui se trame. Et vous savez, moi, j'ai un devoir d'alerte. Qu'est-ce qui se trame? Le devoir d'alerte, c'est que manifestement, les gens veulent modifier les dispositions de l'article L42 du Code du travail par rapport au CD, au contrat. C'est-à-dire que l'article L42 dit, lorsqu'un travailleur fait 2 contrats dans une entreprise, il doit être embauché. Le 3e contrat doit faire l'objet d'un CDI. Ils veulent décaler ça et l'amener à 3 ou 4 fois. C'est-à-dire que un même patron peut vous faire un contrat 5 fois. Mais ça veut dire que vous n'aurez pas une vie. Est-ce que dans les jeunes qui veulent un emploi stable, qui veulent se marier, qui veulent demain construire un avenir, comment ils vont le faire? Vous serez à la merci des patrons. Ils peuvent chaque fois vous dire un contrat, attendez, je ne suis pas président, 2 contrats, 3 contrats, 4 contrats. Ce n'est pas possible. Vous savez ce qui se passe en France actuellement, où les syndicats étaient dans la rue. C'est que le gouvernement là-bas aussi a réussi à diviser les syndicats. C'est ce qui va se passer. Ce qu'ils veulent faire, c'est d'apprivoiser un certain nombre de syndicats, nous imposer ce truc-là, dans le cadre du Conseil consultatif national où nous, on n'est pas présents. Mais je vous dis, vous pouvez le mettre dans votre agenda. Ce qui se trame, c'est au-delà de cet argent. Parce que vous savez, comme on le dit en Wolof, c'est-à-dire, lorsque vous avez les mains liées, lorsque vous avez la bouche pleine de gâteaux, c'est difficile de parler correctement. Alors, je crois que l'État ne doit pas assujettir les syndicats, ne doit pas vassaliser les syndicats, ne doit pas inhiber l'action revendicative. Parce que c'est ça qui est source de progrès. Dans un pays normal, il faut que les gens s'expriment quand ils ne sont pas contents. Et à partir de ce moment-là, l'État met les moyens pour avancer. Mais si, par l'argent, par le poids de l'argent, par la corruption passive et active, on essaie d'apprivoiser le mouvement syndical, c'est les travailleurs qui vont trinquer. À partir de ce moment, quid des syndicats? Je crois que ce serait une catastrophe qu'aujourd'hui les syndicats ne soient pas présents. Que ça batte. Vous savez ce qui s'est passé dans l'enseignement. Les 53 organisations. Ils partent de pléthore. Mais c'est l'État qui a créé certains syndicats. Lorsqu'ils se rendent compte que le FGT de Sidia est très puissant, on monte des gens, on leur donne l'argent, ils cassent le syndicat. Ils créent une dissidence. Actuellement à l'UDEN, c'est ce qu'on est en train de faire à Ouad. Un soi-disant secrétaire de centrale syndicale. Parce que cette dame se bat pour les règles de transparence, essaie de casser son syndicat. Et d'autres. Vous savez, c'est pas sérieux. Ça, c'est ce qui se passe. Il faudra aussi que vous, qui êtes des trucs d'opinion, puissiez aller au fond des choses. Organiser des débats, je dis, où il y a des diverses parties, que chacun s'exprime et qu'on regarde. Est-ce que véritablement les gens ont des arguments? Parce que vous savez, aujourd'hui, c'est la force des arguments qui doit primer. Ce n'est pas l'argument de la force. Or, ce qu'on est en train de faire, c'est une sorte de dictature rampante, n'est-ce pas, une sorte de responsables syndicaux qui ont pris la responsabilité sur eux de détruire le mouvement syndical sénégalais par le pouvoir de l'argent. Ils l'ont accepté. Le syndicalisme, c'est la solidarité. Ils auraient même pu dire c'est indécent que nous soyons sur le terrain avec d'autres et que cet argent va dans nos poches, mais vous les avez entendus. Et c'est eux les voix de leur maître. C'est eux qui répondent à la place du ministre. Avant-hier, c'était Cheikh Diop, aujourd'hui, c'est Modi Guiro. Je les ai suivis, ils disent, ouais, mais écoutez, vous savez, moi, je sais que l'argent est parti, c'est pas mon problème. Et tout le monde sait que, depuis Abdoulaye Wade, la veille des élections, Abdoulaye a appelé des syndicats, il leur a donné des dizaines de millions. Ils ne nous ont pas battus, ils ne nous ont pas écrasés. J'ai dit aujourd'hui, si Macky Sall est dans cette même logique, peine perdue. Personne, je pèse même, on ne pourra nous enrayer de la carte syndicale. Nous sommes représentatifs. Nous sommes sur l'ensemble des départements du Sénégal, c'est vérifiable et vérifié. L'État le sait parce que l'État a les moyens. Maintenant, s'ils voient la progression de notre centrale ou d'autres centrales, ils veulent enrayer ça par l'argent, c'est peine perdue. Parce que c'est pas ça qui est. C'est déterminant, hein. C'est pas ça qui est déterminant. L'argent, c'est important parce que c'est le nerf de la guerre. Mais c'est pas ça qui est déterminant. C'est des coups de fil que nous recevons des milliers de travailleurs qui nous encouragent à continuer. Et cette ligne, nous n'allons pas l'abandonner. Parce que le travail sénégalais est fatigué. Les salaires sont bas, minables. Vous vous rendez compte, les gens touchent des niveaux de salaire, les locations. On s'est battu ici pour qu'on diminue. Les locations, ça a été dévoyé. Les bailleurs ont contourné la mesure. Lorsque on a baissé les loyers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils viennent te dire, oui, je vais peindre ma maison, j'ai des travaux, sort. Quand ils sortent, ils remettent le même prix. Ça n'a servi à rien. Or, le travail, 3/4 de son salaire, il va dans le loyer. Le travailleur, il a des dizaines de gens à sa solde. Mais on vit comment? Nous sommes tous stressés. Tous. Tous les travailleurs sont stressés. À la limite, vous devenez un mendiant. Alors que vous travaillez. Mais ça, c'est des problèmes. C'est une problématique. Comment vous éduquer? Fonder un foyer, d'avoir une vie décente. Si le niveau des revenus. Les syndicats, on devait les sentir sur ce terrain-là. Se battre. Parce que depuis des années, il n'y a pas eu de hausse de salaire. Alors on ne fait rien, on se bat pour de l'argent.
Mais c'est scandaleux. Ok, comment encore parlant au moins du contrat de travail, nous avons constaté au Sénégal qu'il y a un nouveau phénomène, c'est-à-dire la convention État-employeur qui est très prisée par les employeurs. Et vous, en tant que syndicaliste, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Mais c'est une magouille. C'est une magouille que l'État a mis en place et les syndicats n'ont pas été vigilants. Puisque ces conventions-là qui permettent aux employeurs de faire ce que bon leur semble, c'est-à-dire la main-d'œuvre taillable et corvéable à leur souhait, c'est honteux aujourd'hui que les syndicats bouffent de l'argent et qu'ils ne parlent pas pour défendre les travailleurs. C'est une complicité. Je vous ai dit, il y a des instances où nous on ne siège pas, le conseil consultatif. Regardez ce qui s'est passé à l'IPRES. Je devais siéger à l'IPRES en tant que 5e centrale, ils m'ont sorti. Parce qu'à l'IPRES, c'est la magouille totale, la nébuleuse de la gestion. C'est des syndicalistes qui se remplissent les poches, qui vont recruter leurs enfants là-bas. C'est une caste de privilégiés. C'est ce qui s'est passé avec la convention État-employeur. C'est quoi? Dire que oui, pendant telle année, on vous fait grâce fiscale, on vous fait des faveurs, vous pouvez prendre les gens. Nous sommes des esclaves. Nous sommes nés pour être des esclaves. De qui? Est-ce que nous n'avons pas droit au respect, à la dignité? Nous ne sommes pas des citoyens sénégalais. Comment on peut donner à des gens le droit de vie et de mort sur nous? Mais on n'entend pas aussi les syndicats critiquer cela. Mais nous, on le fait souvent, mais on passe dans le désert. Lorsque les gens sont divisés, ne peuvent pas s'entendre sur un minimum. Parce que je pense que même si l'unité organique peut poser problème, mais l'unité d'action est possible. Si les syndicats sont préoccupés, mais les gens ne se réunissent jamais sur ces questions-là. Chacun va de son côté, parce que maintenant on a l'impression que c'est la pêche au dollar. Enfin, il n'y a pas de dollar au Sénégal, la pêche au CFA. Par rapport à cela, je crois que ce que vous venez de dire est extrêmement important. Et c'est là qu'il faut interpeller les gens. Qu'est-ce qu'ils pensent? Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons faire une task force qui doit s'atteler à cela. Parce que si dans notre pays, on pense que le développement passe par la clochardisation des travailleurs, la crétinisation des travailleurs, mais c'est terminé. Bonjour les dégâts. Voilà, donc merci beaucoup, M. Ndiaye. Nous arrivons au terme de notre émission. Donc nous vous laissons au moins lancer un dernier appel par rapport à ce qui se passe sur la répartition des 300 millions et qu'est-ce que vous invitez aussi au gouvernement de faire? Oui, moi je crois que pour la question de la subvention, vous savez, mon tempérament ne me permet pas d'accepter l'injustice. Dans cette affaire, il y a une injustice. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'à la veille d'élection de représentativité, on donne de l'argent à des centrales pour financer leur campagne électorale et pour nous éliminer. C'est une volonté manifeste de nous liquider. Mais c'est peine perdue. Parce que nous sommes des croyants. Ce n'est pas l'argent de l'État qui peut nous faire plier, nous faire changer de trajectoire. Si c'est pour nous amener demain à courber le chine et à aller commander, nous ne le ferons pas. On n'a pas besoin d'un centime de qui que ce soit. Ce n'est pas leur argent, hein? C'est l'argent du contribuable. Je voulais préciser ça. Ce chantage éhonté qu'ils veulent exercer sur les syndicats qui luttent, c'est peine perdue parce que Sidi Ndiaye ne mangera jamais de ce pain-là. Je peux vous le dire et vous pouvez le noter. Maintenant, pour la suite, j'ai un appel aux syndicalistes, aux syndicats sérieux, aux responsables qui veulent lutter. Le champ est là et vierge. Il y a beaucoup de dossiers sur lesquels nous devons battre. Il y a beaucoup de choses, nous devons défendre l'emploi. Pour que dans ce pays, les gens travaillent. Parce que si les gens ne travaillent pas, comme je vous l'ai dit, dans une famille, 10 personnes, il y a une seule personne qui travaille. Parfois, le père de famille à la retraite, ses enfants qu'il a payé des études chères n'arrivent pas à trouver des emplois. Mais ça, c'est les germes de la pauvreté endémique. Mais à partir de ce moment-là, vous savez, lorsqu'on est pauvre, est-ce que même on peut, dans un pays de pauvreté, parler de démocratie? Parce que la démocratie aussi, elle est économique, elle est sociale. Si c'est une caste de privilégiés qui règne, qui envoie leurs enfants à l'université, à Harvard, aux États-Unis, au Canada, pendant que toi, ton enfant, il est à l'école publique, qui est tout le temps en grève, ça, c'est de l'injustice. Donc nous devons tous nous battre pour essayer de combattre. Parce que les inégalités, c'est ça qui amène des émeutes. C'est ça qui amène le terrorisme. C'est ça qui amène n'importe quoi. Parce qu'il faut combattre les mal à la racine. Le mal, il faut le combattre à la racine. C'est-à-dire faire en sorte que nous sommes une nation. Nous voulons nous battre. Donnons à chacun sa chance, selon les règles du jeu. Aujourd'hui, même en matière de recrutement d'emploi, c'est sous le manteau. On lance pas rarement on lance des appels à candidature. Ou si vous avez des appels à candidature, c'est pour les formalités. Rien de transparent ne se fait pour recruter les gens. On ne donne pas à tous les Sénégalais la même chance. C'est ça qui me fait mal. C'est ça les vecteurs des germes de la violence. Parce que la jeunesse, elle est impatiente. Et je l'ai dit à plusieurs fois, il y a une bombe sociale qui est là en attente. Lorsque ces jeunes, cette horde de jeunes qui aujourd'hui affrontent la mer pour dépérir. Avant-hier, on nous a dit que 3 jeunes de Yarakh ont péri en mer. C'est des milliers de cadavres qui sont engloutis par l'océan.
On a mis nos enfants au monde pour les mettre, pour les offrir à la mer. C'est pas sérieux. Je crois que tout dirigeant, nous sommes certes un pays sous-développé, mais tout dirigeant responsable doit veiller à ce que sa jeunesse soit protégée, qu'il y ait le plein emploi n'existe pas, mais au moins que ceux qui veulent entreprendre de manière qu'ils puissent le faire. Mais aujourd'hui, vous voyez, les gens acceptent même des boulots sans être payés. Ils disent simplement, moi je reçois combien de gens qui me disent, moi, j'ai le transport, ça suffit. Après, donnez-moi pour nettoyer le bureau. Mais finalement, il y a un déséquilibre entre les citoyens. Il y en a qui pensent que bon, ils sont condamnés à vie. Des gens sont de l'université, ils ont leur maîtrise depuis 4 ans, 5 ans. Ils n'ont même pas de stage. Allez faire des pour aller faire un stage, vous ne trouverez pas de stage. Et même avec beaucoup d'autres facteurs. Parce que c'est des chantages à longueur de journée. Quand vous avez un contrat de des chantages. Mais c'est ça aujourd'hui le drame que vit notre jeunesse. Moi je dis, on peut inverser la courbe. On peut faire en sorte que les gens qui sont entrepreneurs, qui sont porteurs de projets, qu'on peut aider à concevoir des projets, des micro-projets. Mais on peut le faire. Aujourd'hui, vous allez en Israël, partout en Europe, les gens mettent la jeunesse dans des conditions de créature. Parce que la jeunesse, c'est quoi? C'est la fougue. C'est que nous, vieux, on ne peut pas faire. Les jeunes, ils peuvent le faire. Mais si on ne donne pas cette possibilité-là, la preuve, c'est que si on regarde même que c'est dans le sport ou dans d'autres domaines, lorsque vous êtes dans des conditions optimales, ça marche. Mais donnons une chance au moins à notre jeunesse. Évitez d'être égoïste. Parce qu'on a l'impression que dans ce pays, ceux qui font la politique s'enrichissent. Ce qui est quand même un paradoxe. Quand on gère de la chose publique, on peut être un richard. Au Sénégal, c'est ceux qui font la politique qui ont des immeubles, qui ont des villas, qui ont des belles voitures, des belles femmes. Et nous, on doit se contenter de notre tchaf quotidien, n'est-ce pas? Pour avoir même le truc pour 50 francs pour rentrer dans le tata, vous ne pouvez pas le faire. Alors vous vous levez le matin, le stress vous accompagne. Comment pouvez-vous venir au boulot en sachant que le soir vous n'allez pas manger un repas chaud? On ne peut pas être productif. Donc la productivité, dans les entreprises, c'est qu'il faut une répartition de la richesse. C'est à partir de ce moment qu'on peut essayer de voir comment véritablement avoir un pays où les gens vivent en parfaite harmonie. L'égalité parfaite n'existe pas, mais au moins qu'il faut un nivellement des valeurs. À partir de ce moment-là, on peut, je crois, sauver l'essentiel. Que Dieu nous préserve. Parce que vous savez, autour de nous, l'environnement, ici au Mali, à côté, partout, c'est la désolation, c'est la mort, c'est la tristesse. Jusqu'à présent, notre pays a épargné, mais notre pays, ça ne veut pas dire que c'est le seul béni au monde. Donc nous souhaitons toujours que cela continue. Mais essayons au moins. Parce que la jeunesse, quand on l'occupe, elle va vous occuper tôt ou tard. C'est clair. Les gens vont arracher leurs droits. Parce que c'est des droits. Le droit au travail, c'est un droit. Ils vont lutter pour arracher ça. Donc il ne faut pas qu'ils se trompent. Il ne faut pas qu'ils se trompent. Donc c'est le seul message que je voulais refaire entendre. Que les autorités comprennent que là où elles sont, c'est nous qui les avons mis là-bas. Par conséquent, on a une question quoi. Faire en sorte que les choses viennent. Que les fruits de la croissance, si croissance il y a, puissent être équitablement répartis. Que tout le monde puisse en bénéficier. On ne demande pas mieux. Parce que vous savez, on est combien? Une dizaine de millions de Sénégalais. Certains sont à Dakar, aller dans les campagnes. On a l'habitude d'aller nous en tournée. Parfois, il y a un déséquilibre tel que c'est difficile. Même l'eau potable, il y en a qui n'en ont pas. Au XXIe siècle, l'électricité. Mais c'est des droits, ça. À l'éducation, le droit à la santé, le droit à l'électricité, le droit à l'eau potable. Mais on peut améliorer les choses, mais on ne fait rien. Parce que simplement derrière ça, c'est des contrats nébuleux, c'est des bakchiches. On pense qu'à sa famille. Moi, ma famille est bien, je l'envoie. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous faites attention. Vous savez, c'est dans ces familles qu'on remarque des comportements bizarres. Vous entendez un enfant de tel ministre a volé 50 millions, il est allé dans les trucs pour s'amuser. Vous savez, vous n'avez pas 50 millions, moi je n'ai pas 50 millions, on va laisser à la maison. C'est indécent de laisser des valises à la maison pendant que le peuple trinque. Mais vous savez, Dieu, il est là pour tout le monde. C'est ça que je comprends. Voilà, merci beaucoup, M. Sidien Ndiaye. L'auteur du FSA. Donc, le site d'information La Teranga pour Info vous remercie aussi d'avoir accepté de venir aussi dans l'émission au cœur de la cité aussi. Donc, merci beaucoup pour le déplacement. Oui, c'est moi qui vous remercie. Et comme je vous l'ai dit, ce que vous êtes en train de faire, c'est extrêmement important. Au cœur de la cité, même le thème.